Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. André, Sylvain Latour, bonjour. Alors François Legault est allé finalement sur le terrain. Il est allé à Louisville. Brièvement. Oui, un passage quand même assez bref. Il a rencontré... Il passait sur l'autoroute. il avait envie de pisser. C'était court quand même. Ben, c'était quand même bref, mais il a pris le temps de rencontrer les maires de la région, dont, j'ai envie de dire, le coloré maire Yvon Deshaies de Louisville. Et son joli chapeau qu'on salue. Facilement reconnaissable, effectivement. Il a rencontré aussi le Régent Carl et Paul Charbonneau, qui sont respectivement les maires de Sainte-Ursule et de Yamachiche. Cette région-là est vraiment... très durement touché. Là, si c'est dans ce qui reste là, encore là, tous ces jours plus tard, là, ça va un peu mieux, là, mais c'est toujours compliqué dans ce coin-là. Oui, absolument. Puis il y a l'opération nettoyage aussi qui est quand même difficile pour plusieurs citoyens. Et je t'amène là-dessus parce que le maire de Louisville, lui, il a dit, écoutez, monsieur le premier ministre, envoyez-nous donc l'armée. Ouais. Et, il n'y a pas d'armée québécoise. Ben, il y a plusieurs régiments qui peuvent aider. On l'a vu d'ailleurs quand la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac... mais ça reste que c'est le fédéral qui doit donner l'ordre, non? Exactement. C'est que c'est dans le fond... C'était là où je voulais t'emmener. Oui, absolument. C'est que Québec doit faire la demande à Ottawa qui, à ce moment-là, va dépêcher sur le terrain. C'est pas simple. Puis, entre toi et moi, c'est une petite admission aussi de dire on n'est pas capable de se débrouiller nous-mêmes. Dans un cas comme celui-là, est-ce que c'est indispensable? Ben là, je pense que le maire de Louisville a un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire, plomber sa chance d'avoir l'armée. Il dit, on veut pas des tanks là, sur le terrain. Là. On veut juste 10-12 gars. Là. Ouais, bon, François Legault a dit, ben écoute, pour 12 gars, je pense qu'on va s'arranger. T'sais? On va appeler Calinette. Ouais, c'est ça. Sans vouloir faire de pub à qui que ce soit, là, mais tu sais, une entreprise de nettoyage. Je peux t'en trouver 12 gars forts qui peuvent charrier du J-Proc mouillé, là, tu sais. On n'a pas besoin de faire venir des gars ou des femmes, d'ailleurs, qui ont 10 ans d'entraînement, puis tout ça, là. C'est un peu une drôle de manière de formuler la demande de la part du maire de Louisville. Ouais, peut-être un peu, mais d'un autre côté, moi, je me suis posé une question là-dedans. C'est, OK, il y a du monde. Pourquoi ils ont tant besoin d'aide que ça? Alors, je suis allé voir le recensement pour essayer de déterminer un petit peu quel âge moyen les résidents de Louisville ont. Et intéressant. Ils sont, selon le recensement là, qui a été fait autour de 2016, là, c'est le premier que j'ai trouvé. Écoute, j'ai pas dit ça sur le fly. 2260 résidents de Louisville ont plus de 65 ans. Moi, je peux te dire une chose, à 65 ans, le J-Proc mouillé commence à être lourd s'il vous plaît. Et tu sais comme moi que François Legault s'est fait reprocher d'avoir trop tardé à se rendre sur le terrain. Soit dit en passant, il a rencontré seulement les maires que je t'ai mentionnés. C'est pour ça que je disais, là, il est allé, il a rencontré les maires, il a fait une petite visite de sous-sol, puis il est reparti. Quand je disais que c'était court, c'est que j'avais quand même l'impression que quand éventuellement ils allaient sortir sur le terrain, là, les ministres puis le PM, ils allaient rencontrer des gens, ils allaient comme prendre la journée, tu comprends? J'ai l'impression qu'il est venu, il a fait un meeting, il est reparti, quasiment ça aurait pu être un Teams, là, fait que peut-être un photo-op. Oui, mais c'est drôle parce qu'on en a parlé plus tôt cette semaine. Puis je trouve ça particulier parce que j'ai l'impression que M. Legault, aujourd'hui, n'a pas gagné des points là, avec cette sortie-là. Sauf que je pense que M. Legault t'a écouté. Parce qu'il a sorti exactement ton argument que tu m'as donné pas plus tard qu'hier. C'est, dans le fond, c'est pas parce que je suis pas sur le terrain que je ne fais pas mon travail de coordination. C'est exactement ce qu'il a dit. Il dit, écoutez, à Baie-Saint-Paul, en 2022, je suis allé là rapidement, mais c'était à Baie-Saint-Paul. Là, on a 100 endroits au Québec, lequel je visite. Et le travail de coordination est beaucoup plus complexe. Là. Il faut envoyer des ressources à gauche, à droite, aux quatre coins de la province. Exactement. Puis M. Legault a rajouté, j'ai confiance aux maires, je cite, je pense que les maires les ont rencontrés, parlant des sinistrés, et sont capables de me faire justement un bon résumé. Alors, très bien. On verra ce que ça donnera. On va lui donner le bénéfice du doute, puis on va voir. Il annonce d'ailleurs de la pluie là, dans les prochains jours. J'imagine que tu vas m'en parler, André Sylvain. Je suis désolé. Tu me devances léger. Mais c'est juste, comme la situation n'est pas réglée, c'est compliqué. Quand même. Oui, mais ça va le devenir.
je vais reprendre, si tu me permets, la formule que j'ai déjà utilisée avec toi, mais 30 à 50 mm de pluie, c'est rien du tout, mais 30 à 50 mm de pluie, par-dessus ce que tu as déjà dans ton sous-sol, c'est la catastrophe. J'invite les gens à aller lire l'article, ça s'appelle « Une nouvelle veille d'orage violent au Québec ». C'est disponible sur le site, entre autres, de tvanouvelles.ca. Et là, il y a toute une liste de secteurs qui vont être touchés. Qui risquent d'être touchés. Puis pas seulement avec de la pluie, on parle de rafales fortes et même de grêlons de grosse taille quand même. Donc, allez voir ça, là, Granville de Montréal, Lac-aux-Sables, Lac-Mégantic, Laval, Lévis. La liste... Et Yamachiche, Louisville, es-tu dans la liste? En fait, je sais pas s'il y a Trois-Rivières. Là. Écoute, Victoriaville, Wheaton, Sorel. Comme je te dis, la meilleure façon pour les gens de savoir s'ils vont être touchés, c'est d'aller sur le site de tvanouvelles.ca. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. D'ailleurs, après François Legault, Valérie Plante et tout ça, c'est au tour de Stéphane Boyer, le maire de Laval, de sortir. Laval, on sait, a été énormément touché, surtout dans l'ouest de l'île. C'est là qu'il y a eu le record de 170 mm de pluie en 24 heures, 170, 175. Donc, en gros, le 13 août dernier, c'est le conseiller pour le district de Saint-Bruno, David de Cotis, qui est un conseiller municipal, qui, lui, a déposé au conseil municipal l'idée, si tu veux, de bonifier un certain programme d'aide ou de mettre en place un programme d'aide pour les sinistrés de Laval. L'ensemble des élus de Laval ont dit « Bonne idée, on va faire ça ». Aujourd'hui, Stéphane Boyer était donc sur le terrain. Il a dit qu'il s'attendait à ce que les compagnies d'assurance jouent leur rôle. Il y a quand même énormément de résidences à Laval là, qui ont été inondées. Ici, le maire a dit qu'il y avait 1000 Lavallois qui avaient reçu l'aide des pompiers ou des cols bleus pour pomper l'eau dans leur sous-sol. Donc, tu peux t'imaginer qu'il y en a facilement le double, le triple ou même plus que ça qui n'ont pas demandé d'aide, mais qui ont dû pomper l'eau quand même. Donc, Stéphane Boyer, lui, il amène, lui aussi, on dirait que tout le monde t'a écouté, Francis, lui aussi, il amène ça, il dit, écoutez, les événements climatiques violents se multiplient, il est temps de s'asseoir et de réfléchir à de nouvelles approches. Et là, ça passe par des parcs éponges, ça passe par la préservation de milieux humides, ça passe par toutes sortes de solutions. Puis probablement tout ça en même temps, en fait. Parce qu'il n'y a pas les événements qu'on a vécu, on ne peut pas savoir exactement où ils vont survenir, à quelle intensité, à quelle fréquence, comment... Tu sais, l'eau, elle se déverse pas toujours de la même façon, là, de fois en fois. Fait que, éventuellement, de combiner les mesures, puis avoir en plus des pompes, puis comme on en a parlé plus tôt cette semaine, c'est sûr que tout ça ensemble fait partie de la solution pour s'adapter là, à l'augmentation de la fréquence de ces événements-là. Et moi, quand j'entends parler de milieux humides, je pense surtout à Laval. Je pense immédiatement à un cas qu'on a eu, je crois, il y a peut-être 2 ou 3 ans, sur le boulevard Saint-Elzéar et Curé-Labelle, où des citoyens se promenaient et ils sont tombés sur 2 hommes en train d'assécher un milieu humide parce que le milieu humide était protégé par les villes de Laval puis ils ne pouvaient pas construire leur énorme tour de condo. Donc eux, ils étaient arrivés là avec des pompes puis ils asséchaient tout ça. Donc, oui à des milieux humides, mais ça va aussi prendre une surveillance, disons, pour s'assurer qu'ils restent là. Très bien. Tout savoir en 24 minutes. Tu te souviens de la fusillade épouvantable, 30 à 40 coups de feu. Oui, qui avait fait plusieurs blessés. Oui, un père et son fils. Exact. Le père s'était mis dans le dos de son fils pour le protéger des balles. Il avait reçu à peu près, je crois, 5 balles, avait été sévèrement blessé. Le fils avait reçu une balle à seulement 2 cm de la colonne vertébrale. Le père va mieux, fort heureusement, le fils également. Eh bien, Nakil Ike, c'est celui qui a été à l'origine de cette fusillade avec les policiers. Il a dit aujourd'hui, non, ne me remettez pas en liberté tout de suite. Il se considère trop dangereux pour être libéré. Donc, en fait, la question lui a été demandée, veux-tu qu'on débatte d'une possible libération sous caution et tout ça? Puis il a dit non, moi je vais rester là. Ça sonne bizarre, ça, non?
Ben, écoute, peut-être qu'il est conscient de ce qu'il a fait, le monsieur de 26 ans. Une fusillade comme ça, en pleine rue résidentielle. Souviens-toi, il y a même une des balles qui avait terminé sa course dans la fenêtre d'un appartement où il y avait un jeune de 7 ans et tout ça, sans compter... tu sais... Hollywood, c'est le fun à Hollywood, quand ça se passe à Dollars des Ormeaux. Encore une fois, je reste à tracher sur cette idée que le gars lui-même dit « Je suis trop dangereux pour être mis en liberté ». J'ai pas entendu souvent ça, cette ligne-là, de la part de présumés criminels. Donc, c'est quand même assez étonnant. Puis je rappelle d'ailleurs, en tout cas, tu me l'avais raconté, mais tout ça, c'est parti d'une chicane entre amis, là, entre Ike, donc, qui est en prison, et un autre individu qui n'a pas été nommé, mais puis que le premier coup de feu qui a déclenché toute cette patente-là aurait été accidentel. Donc, tu sais, c'est comme... Ça me semble abracadabrant du début à la fin, là, comme histoire. Là. Puis évidemment, avec les malheureuses victimes, là, en tout cas les blessés, là, qui sont un peu retrouvés pris là, dans tout ça. Carrément, entre deux feux. Je trouve ça bien étrange, cette volonté de rester en prison plus longtemps. On pourra lui demander peut-être un jour. Peut-être, on l'invitera à l'émission, tiens. Tout savoir en 24 minutes. Écoute, plus du tiers des Québécois estime qu'il ne vieillira pas en santé. C'est quand même toute une statistique, ça. C'est un sondage qui a été réalisé par Léger. 36% des Québécois ont peur que leur santé soit compromise en vieillissant. Et ça, les Québécois ne sont pas les pires. La proportion au pays atteint 40%. Et c'est les provinces de l'Atlantique qui sont les pires. C'est Alberta qui est la pire avec 46% et 44% dans les provinces de l'Atlantique. Donc, en gros, ce qui pourrait peut-être expliquer ça, c'est qu'on parle des Canadiens âgés à peu près entre 45 et 54 ans. C'est eux qui ont, dans une proportion de 50%, là, qui estiment avoir le plus de problèmes de santé en vieillissant. C'est eux qui ont le plus peur. Et une des raisons de ça, c'est que là, les enfants sont là, le travail, la carrière est au tapis et tout ça. Donc, le stress est toujours là. Sais-tu quelle tranche d'âge est la plus confiante quant à son avenir santé? Les jeunes, je sais pas. Oui, on serait porté à croire ça. C'est les gens de plus de 65 ans. Et excuse-moi, pour exactement la même raison. Paradoxal quand même un peu. Quand même, oui, mais justement, les enfants sont partis. L'hypothèque est payée, puis souvent, tu es à la retraite, puis tu coules ta petite vie tranquille. Mais c'est souvent là que tu as les bobos qui commencent à apparaître aussi. Et pourtant, sont confiants qu'ils vont vieillir en santé. Ben écoute, c'est drôle. Moi, je suis tenté peut-être de t'amener un autre petit point, c'est que les gens de 45 à 54 ans voient leurs parents en ce moment être plus vieux, voient les problèmes cognitifs et de santé. Plus tard, là. Ouais, okay. Exactement. Et ils voient ce que ça pourrait peut-être être. Okay. Et j'ai envie de te dire, ils voient aussi le système de santé qu'on a actuellement. Oui, là-dessus. Mais en même temps, paradoxalement, je me dis les gens de 65 ans et plus qui probablement pratiquent le système de santé peut-être un peu plus, voient peut-être qu'il y a aussi du bon là-dedans. Là. Il y a une fois que tu es rentré des fois dans le système de santé au Québec, ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est justement de trouver le bon spécialiste, d'avoir le bon rendez-vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans. Là, à mesure que tu te rapproches de la mort, là, arithmétiquement, tu as moins peur de mourir ou tu as moins peur d'être malade. Tu as moins peur d'être malade. C'est pourtant plus probable. Donc, en tout cas, bref, il y a quelque chose de bien intéressant là-dedans. Je pense que Jean-Marc Léger était là ce matin avec notre ami Alexandre Moranville-Ouellette. Vous pourrez réécouter le segment sur cube.ca. C'est une bonne rencontre. Actualité. Je reste dans le domaine de la santé. Moi, ça me donne des frissons sur la colonne vertébrale. Les décès par cancer chez les hommes devraient augmenter de 93% d'ici 2050. C'est une étude qui a été publiée dans la revue médicale Cancer. Ça a été fait à travers le monde. Là, il y a 185 pays qui ont fait l'objet, là, si tu veux, de cette étude-là. Et ils ont analysé, les chercheurs, 30 cancers chez les hommes en 2022, comme le cancer du pancréas, le cancer du foie, de l'œsophage et du mésothéliome. Franchement, je n'ai pas cherché ce que c'était, mais ça n'a pas l'air le fun non plus. On parle quand même d'une augmentation de 140% dans les pays avec un faible indice de développement humain. Les cas de cancer chez les hommes devraient passer de 10,3 millions à 19 millions. Et au niveau des décès, de 5,4 à 10,5 millions. Moi, ça me fait...
Ça me fait frémir à chaque fois. Et est-ce qu'on a encore une fois, j'ai pas eu la chance de lire l'article. Est-ce qu'on pense qu'on va les détecter plus? Est-ce que, tu sais... C'est pas mentionné. Ils se sont vraiment... tu sais, puis il faut pas oublier aussi, le taux de survie aujourd'hui de certains cancers est extraordinairement élevé. C'est ça, s'il est détecté tôt, puis si... Ouais. Exactement. Donc, tu sais, il est pas dit là-dedans comme tel... Il n'est pas pris en compte l'évolution de la médecine. Tu sais, fait que peut-être que ce chiffre-là, j'espère que ce chiffre-là va être revu à la baisse d'ici 5 ou 10 ans. Mais pour l'instant, ce sont des chiffres, je pense, qui font réfléchir. Merci André-Sylvain d'alimenter l'hypochondriaque en moi. C'est très apprécié. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Écoute, Steve Bégin, un hockeyeur extrêmement apprécié qui a joué avec les Canadiens de 2003 à 2009, disputé 524 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey, qui aurait fait des gains cumulés environ de 7 millions de dollars américains. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de sous. 10 millions canadiens. À peu près. Steve Bégin a fait une publication sur les réseaux sociaux aujourd'hui et il annonce qu'il fait faillite. Il explique ça en disant, premièrement, je veux pas manquer de transparence, je veux être franc avec tout le monde. Et Steve Bégin était extrêmement apprécié, entre autres aussi pour sa franchise, mais tu sais, évidemment, il y avait un jeu extrêmement physique et tout ça. Ouais. Souviens-toi, dans sa bataille contre Zdeno Chara des Bruins de Boston, il avait l'air d'une mouche à chevreuil autour, et d'ailleurs, le géant bostonnais qui voulait toujours lui arracher la tête. Ceci dit, il dit qu'il a fait confiance à une entreprise en génie civil. Il a mis de l'argent depuis 2013. La compagnie vient de faire faillite. Il fait faillite avec la compagnie. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'en pense que... je sais pas qu'est-ce que j'en pense. Je pense que nul n'est à l'abri de vivre des mauvaises situations comme celle-là, financières. Puis, bon, encore une fois, c'est un cas particulier parce qu'il a gagné plus d'argent que bien des gens vont gagner dans toute leur vie, là, avant 30 ans. Là, fait que, c'est sûr que c'est particulier. Puis, je peux comprendre... Encore une fois, je connais pas le cas là, de cette entreprise de génie civil, mais je peux comprendre que, bon, c'est peut-être quelque chose qui était soit piloté par un ami ou par quelqu'un à qui il avait extrêmement confiance, mais ça rappelle, comme on le fait souvent en ondes puis ailleurs, de l'importance de la diversification. Là, si tu veux investir même dans la compagnie de ton cousin, de ton mononcle, la tienne, ben garde-toi quand même, surtout si tu as 7 millions de dollars, là, garde-toi un petit million placé dans un CELI plate. Là, fait que c'est assez particulier d'en arriver là pour quelqu'un qui a gagné autant d'argent. Puis qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est pas parce que tu as plein d'argent comme Steve puis que tu es sympathique que tu es à l'abri de ça. Donc, consulter un expert, un spécialiste, je sais pas. Encore une fois, je présuppose pas qu'il était mal conseillé, Steve Bégin, mais quand même d'en arriver là avec des sommes quand même extraordinaires comme celle-là, c'est assez particulier. Là, mais encore une fois, moi, je suis plutôt un fan de Steve Bégin, donc je lui souhaite quand même de se refaire, là, sans vouloir abuser de l'analogie du casino, là, mais sa vie est loin d'être terminée. Là, fait que puis la fête est là au Québec, au Canada, d'ailleurs, pour justement éviter que ça soit la fin de la vie. Hein. À une époque, là, on pendait les gens qui ne payaient pas leurs dettes. Là, fait que là, je trouve qu'au moins maintenant, il peut faire ça. Possiblement qu'il peut même racheter sa maison, puis garder sa voiture. Puis il y a quand même des modalités là, qui protègent un peu le patrimoine, puis les enfants, puis un paquet d'affaires. Fait que, bref, la meilleure des continuations à lui. J'ai vu d'ailleurs dans son statut qu'il ne souhaitait pas faire d'autres commentaires. Moi, j'aurais rêvé de comme... peut-être dans 6 mois, là, je l'inviterai au balado, là, mais je pense qu'il y a aussi des apprentissages, comme je viens de l'expliquer, mais que lui pourrait nous dire de première main, là, qu'est-ce que tu retiens de ça, puis c'est quoi les leçons pour que d'autres gens, qui soient riches ou pauvres, à ne pas reproduire pour se retrouver dans cette situation-là. Je sais pas quel âge il a, il doit pas être 46 si vieux, ans. C'est ça, tu sais. Il reste 20 ans, de 25 ans possiblement d'énergie de carrière. Fait que, c'est comme je dis, il faut pas baisser les bras, faut passer à la prochaine étape puis recommencer. Je retiens le mot diversification. Oui. Ce serait la clé. Je suis sûr que Fabien Major, notre invité quotidien, va avoir exactement le même discours que moi à ce sujet-là. Tout savoir en 24 minutes.
Quelle triste nouvelle. Un cap, mon Dieu, très, très sombre qui a été franchi à Gaza. 40 000 morts dans les 10 mois de guerre. Selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, c'est lui qui a annoncé ça. Les chiffres viennent du Hamas. Le Hamas dit principalement des femmes et des enfants. Monsieur Volker Turk, qui est le commissaire de l'ONU, il dit, écoutez, l'importance primordiale de la protection des civils, des biens et des infrastructures civiles. Le droit international humanitaire est très clair à ce sujet-là. On a vu les images d'hôpitaux qui étaient visés, tout ça. C'est sûr que beaucoup font valoir que le Hamas a construit des bunkers sous la population civile, des tunnels sous la population civile. On a vu des images, d'ailleurs, c'est des informations qui ont été prouvées à certains endroits. Le Hamas détient toujours des otages israéliens. On se demande sincèrement quand ça va s'arrêter. Je te dirais que ça souffre en ce moment des deux côtés de la frontière, j'ai l'impression. Oui, puis tu sais, plusieurs font valoir que Benjamin Netanyahou continue cette campagne de pilonnage pour essentiellement se maintenir au pouvoir, là, ce qui est comme d'un cynisme sans nom. Là. J'ose croire qu'il a d'autres préoccupations quand même, mais tu sais que le jour où il annonce la fin des opérations militaires, clairement, il va être démis de ses fonctions parce que on le blâme largement pour ce qui est arrivé le 7 octobre de l'année dernière. Puis là, on le laisse évidemment opérer la riposte, mais je pense que son impopularité au sein d'Israël est croissante. Donc, tu sais, puis c'est un peu aussi particulier. Il y a des pourparlers qui s'éternisent depuis plusieurs mois. Les Américains ont fait des pressions. Israël fait même dans une certaine mesure cavalier seul. On a vu cet assassinat en Iran. Tu sais, il joue... Qui n'a pas été revendiqué, cela dit, mais on se doute tous. Je suis pas ici pour faire des allégations, là, mais tu sais, on sent qu'ils sont sur une ligne mince. Là. Puis évidemment, le soutien indéfectible de la plupart des pays occidentaux est maintenu. Mais j'ose croire là, qu'on va faire preuve d'un peu d'inventivité pour cesser le carnage là, à un moment donné. Puis j'ai pas le sentiment... Je pense que c'est... j'avais un invité il y a quelques semaines, M. de Kerkhove, qui me disait ce qu'Israël fait dans les faits, là, puis c'était un peu tristement imagé comme analogie, mais on tond le gazon. Puis pour chaque tête du Hamas qu'on coupe, ça repousse. On n'arrivera jamais vraiment, puis s'il y a de quoi, même on alimente des générations futures de terroristes là, dans ces territoires-là, puis au Liban, puis en Iran, en maintenant et en continuant cette attaque-là. Il n'y a plus vraiment aujourd'hui de justification à maintenir cette idée d'éliminer le Hamas. Je pense que la plupart des observateurs de la communauté internationale est d'accord pour dire que c'est comme c'est une vue de l'esprit. Là, si toi puis moi, on se déclare Hamas demain matin, le Hamas, c'est comme une idée, plus que... et donc, je sais pas, encore une fois, j'ose espérer qu'il va y avoir une résolution aussi rapidement que possible à cette affaire-là. Puis, encore une fois, les fronts se déplacent. C'est plus, je pense, le Hamas ou Gaza, la menace pour Israël, c'est davantage le Hezbollah, c'est davantage une riposte de l'Iran. Israël aurait peut-être intérêt à se concentrer sur la vraie menace que de continuer à pilonner des hôpitaux puis des camps. Là, à un moment donné, bref, j'ai pas un avis arrêté sur l'affaire. Évidemment, je pense que Israël avait un droit de riposte, évidemment, mais là, je pense qu'on est en train de passer de l'autre côté du Rubicon là, de ce qui est acceptable du point de vue international. Actualité. Kamala Harris serait une femme trans. Je ne peux pas ne pas te parler de ça. Elle qui était avec Joe Biden aujourd'hui pour un premier rassemblement chez les démocrates. C'est une théorie quand même qui date d'un certain temps. Ça fait plusieurs années, mais là, évidemment, avec sa nomination à la tête des démocrates, sa campagne qui va bien et tout ça, là, il y a tout qui ressort. Kamal Harouche, ce serait son vrai nom. Elle serait née homme, selon eux. C'est toujours des allégations, moi, qui me font bien sourire. Souviens-toi, il y a la femme, l'épouse d'Emmanuel Macron également, Brigitte Macron, qui serait supposément un homme. Michelle Obama également serait... Michelle Obama serait un homme. Ouais. Mais elle a eu 2 enfants, non? Ouais, je ne veux pas rentrer dans le débat de... Le débat ne le dit pas. Mais techniquement, personne avec un utérus, peut-être? Peut-être. Et je t'amène du côté de Donald Trump, qui, lui,
qui lui voudrait que sa sentence soit prononcée après l'élection présidentielle. Ah ben et là, oui. je te parle du procès pour lequel il a été reconnu coupable, qui implique Stormy Daniels, donc Ouais. falsification de documents. On parle quand même de 34 délits de falsification de documents comptables. Rapidement, on est à l'aube de l'élection. Stormy Daniels veut vendre son histoire en disant « J'ai eu une relation avec Donald Trump ». Donald Trump lui signe un chèque de 130 000 $ et fait passer ça un petit peu dans le flou de sa comptabilité. C'est illégal aux États-Unis de faire ça. La sentence devait être prononcée le 11 juillet, mais a été reportée au 18 septembre. En raison de l'arrêté de la Cour suprême des États-Unis qui a dit... Sur l'immunité. Exactement, là. sur l'immunité. Donc, les avocats de Donald Trump disent maintenant, ben là, écoutez, si vous allez de l'avant, ça devient de l'interférence dans l'élection. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça fait suite, évidemment, à Juan Marchand, qui est le juge en question, qui a refusé de démissionner, qui était une demande déposée pour la 3e fois par les avocats de Donald Trump. Et donc, il ira en prison? On prend les paris, André-Sylvain Latour? Ben, les chances sont faibles. Les chances sont faibles, mais quel impact, par contre, est-ce que ça pourrait avoir sur sa campagne présidentielle, tu sais, 18 septembre, S'il novembre, était pas mis bien en loin. prison, ça aurait quand même, j'imagine, un certain impact. Puis, je sais pas dans quel sens, ceci dit, parce que M. Trump, évidemment, use à fond de la carte du martyr. De manière générale, là, il est toujours la victime de ceci et cela, d'un complot, le Stop the Steal, tu sais, 2020 et tout ça. Évidemment, la tentative d'assassinat, on va pas en faire une blague, là. C'était un cas très sérieux, mais ça reste que dans une certaine mesure, on a bien senti, puis même à travers les dons et tout, dans les jours qui ont suivi, ça a renforcé ce récit de la victimisation et tout ça. Et donc là, il faudra voir, mais tu sais, s'il était mis en prison, il ne pourrait pas faire campagne, donc ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, est-ce que ça fédérerait des individus? Puis encore une fois, tu sais, je suis pas loin d'être un fan de M. Trump. Je pense qu'il c'est un criminel, etc., etc. Mais c'est vrai qu'à 6 semaines d'une élection présidentielle, ça fait un peu République de banane là, de mettre ton candidat en prison. Là. Je sais pas comment dire. Ça fait un peu... Ben, la chance qu'il soit en prison est quand même faible, relativement faible, mais juste la condamnation, il va... Oublie pas, quand il a pris la photo la première fois, il en a fait des tasses et des chandails qu'il a vendus. Son espèce, on appelle un mugshot, là, sa photo d'accusation. Ouais. Exact. Écoute, on verra bien. On prendra pas de paris, donc toi et moi, là-dessus. Non, tu te sens pas à l'aise? Non, j'oserais pas parier mon là-dessus. petit côté gambler. Mais bref, il y aura une sentence fort probablement. En fait, le juge Merchan va décider s'il annule l'ensemble des procédures suite au jugement de la Cour suprême le 16 septembre, puis va, dans l'éventualité où il maintient le jugement, déclarer la peine 2 jours plus tard, le 18 septembre. Donc, on suivra ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Je devine qu'on risque d'en parler à Cube Radio et au 99.5, d'ailleurs. Restez, évidemment, à l'écoute. On a résumé l'actualité en un peu plus que 24 minutes, mais c'est parce qu'on aime ça, André-Sylvain Latour. On adore ça. On adore ça. On se retrouve demain, même place, même heure.